Le regard des nouveau-nés quelques heures après leur naissance est particulier. Il y a une vastitude dans ce regard. On se sent un petit peu nu. Une réalité aussi, on ne va pas se le cacher, c'est pas très porteur au niveau académique. Donc j'ai eu du mal à trouver des partenaires scientifiques. Après, la capacité à communiquer avec les âmes fétales, est-ce que c'est différent d'avec les personnes décédées? Toutes les données recueillies, vérifiées, 69% étaient vraies et 31 fausses. La majorité, tous ont dit qu'ils venaient sur la Terre pour un motif, soit en lien avec leurs parents, soit en lien avec leur évolution personnelle. Mais si on ne peut pas faire de recherche, on reste bloqué dans des croyances, des dogmes. Et ça, c'est regrettable. Dès que vous avez utilisé le mot médium, vous avez perdu toute crédibilité. Beaucoup de mes collègues, justement, académiques me disaient que je n'arriverais jamais à faire publier un article scientifique dans une revue reconnue sur un sujet comme celui-là. Eh bien si, ça a été le cas. Peut-on entrer en contact avec l'âme d'un fœtus avant sa naissance? À quel moment la conscience s'incarne-t-elle dans le corps? L'expérience de la naissance est-elle choisie? Ces questions, aussi profondes que vertigineuses, que nous nous sommes tous posées un jour ou l'autre en contemplant le miracle de la naissance, sont rarement explorées, ou j'ai presque envie de dire, n'ont jamais été explorées dans le cadre scientifique. Il en faut pour les poser du courage et un esprit pionnier qui trop souvent manque au milieu académique et parfois même au milieu scientifique quand il s'agit d'aborder le non matériel. Pour reprendre les mots de mon précédent invité, Mario Varvoglis, président de l'Institut Métapsychique International, un scientifique doit pouvoir étudier tout. Tout. Mais le poids du dogme scientifique actuel est souvent trop pesant pour se permettre de tout explorer. Pourtant, une recherche inédite a tenté d'apporter des éléments de réponse à ces questions taboues dans le monde scientifique, la question de l'âme, de l'incarnation et de la conscience prénatale. À travers un protocole rigoureux impliquant des médiums et des parents, cette étude a cherché à vérifier si des informations transmises par les âmes des fœtus pouvaient être confirmées par des faits. Une démarche audacieuse qui interroge autant les limites de la science que la nature même de l'existence. Nous allons explorer cette recherche, ses résultats et ses implications en compagnie de celle qui l'a menée, Marie-Julia Guittier, auteure du livre « Expérience de naissance imminente ». Bienvenue, Marie-Julia. Merci, Alban. Voilà, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici au studio à Genève. Et on va tout de suite commencer par une petite présentation. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, un petit peu d'où vous venez, votre background professionnel et pourquoi vous êtes lancé dans cette recherche? Alors, qui je suis? Donc, je suis une sage-femme. J'ai commencé mes études de sage-femme très tôt, puisque j'avais 18 ans. J'étais la plus jeune de ma volée de promotion de sage-femme. Après, j'ai travaillé pendant 20 ans, même un petit peu plus, dans la pratique, comme sage-femme de terrain. Donc, j'ai eu l'opportunité d'accompagner des centaines de bébés à naître et puis de parents. Et ensuite, les rencontres, les hasards de la vie font que j'ai fait un doctorat sur le tard. À 40 ans, j'ai commencé un doctorat. Et je me suis retrouvée à faire de la recherche scientifique dans le domaine de la naissance, de la parentalité. Jusqu'à cette recherche, cette toute dernière recherche sur la communication avec l'âme des bébés durant la grossesse. Alors, pour répondre à la question d'où est venue cette idée, c'est une idée qui n'est pas venue comme ça un jour où je m'ennuyais et puis je cherchais quoi faire dans ma vie professionnelle très remplie, parce que je ne l'ai pas dit, mais je suis professeure associée dans une haute école suisse. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est en fait à l'issue d'une méditation, parce que c'est une pratique que j'ai régulière depuis très longtemps, que l'idée d'une recherche explorant la communication subtile avec le bébé, avec l'être qui arrive, est venue dans mon esprit. Je dois dire que ma première réaction a été « no way », quoi, non. Il n'est pas question que
que je me lance dans une recherche pareille, parce qu'en même temps que cette idée est venue en moi, en même temps j'ai vu tout le parcours qui m'attendrait, les soucis que ça pourrait me causer dans le monde académique dans lequel j'évolue. Donc ma première réaction a été de refuser cette idée, de passer à autre chose. Mais en fait, ça m'a pas lâchée, ça m'a pas quittée. Et au bout de quelques temps, j'ai dû me rendre à l'évidence que si je le faisais pas, finalement, je me sentirais pas bien. J'ai un petit peu évalué les deux possibilités. C'était assez obsédant comme idée. Donc j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Maintenant, avec le recul, je dirais que c'est comme si tout ça avait un petit peu été préparé depuis bien longtemps. Déjà par l'histoire de ma propre naissance, qui était une naissance particulièrement difficile pour ma mère, pour son entourage familial proche, puisqu'elle avait dissimulé sa grossesse jusqu'au jour où je suis née, et puis que j'étais attendue de personne. Personne ne savait que j'arrivais. Et ça a fracassé évidemment la vie de famille, là où j'arrivais dans un milieu modeste, un milieu agriculteur, dans une famille de 9 enfants. Ma mère était la 5e, donc ça a été un choc pour tout le monde. Donc je pense que ça a déjà joué un rôle en fait. La façon dont je suis née a probablement, ça je peux le dire avec le recul maintenant, sur le moment je ne comprenais, je vivais ma vie d'une façon comme elle se présentait au jour le jour, comme tout le monde je dirais. Mais je pense que c'est ça qui m'a conduit à rentrer à l'école de sage-femme à 18 ans, comme je le racontais tout à l'heure, pour prendre soin des femmes qui accouchent, pour prendre soin des enfants qui arrivent. Après, j'ai eu cette pratique, comme je l'ai expliqué, ces 20 ans d'accompagnement des naissances. Là, j'ai eu des expériences d'émerveillement, en fait, avec tous ces nouveau-nés, notamment par leur regard. Le regard des nouveau-nés, quelques heures après leur naissance, est particulier. Il y a une vastitude dans ce regard. On se sent un petit peu nu face à ces nouveau-nés. Il y a beaucoup de choses dans ces regards. Ça me troublait tout le temps, mais j'en faisais rien de plus que le constater. Et puis, m'émerveiller de ça. Après, moi, j'ai eu 3 enfants. Donc, j'ai connu l'expérience de la maternité moi-même. Et j'ai aussi observé quelque chose de questionnant, c'est la personnalité qu'ont les enfants dès la naissance, quasiment, en fait, dès les premiers jours de vie. Je l'ai observé avec mes 3 enfants qui arrivaient chacun avec les mêmes parents, dans un même milieu, et puis qui tout de suite avaient des caractères différents. Et je me demandais, mais ça vient d'où, en fait, ces caractères si précoces? Parce que dès la maternité, ça, je m'en étais déjà rendu compte en accompagnant les enfants qui naissaient en maternité. C'est les caractères de chacun, en fait, entre ceux qui dorment tout le temps, ceux qui pleurent tout le temps, ceux qui se jettent sur le sein, ceux qui se cambrent comme une banane en arrière pour ne pas le prendre, ceux qui cherchent l'interaction, ceux qui ne la cherchent pas. Il y a comme ça toutes ces différences qu'on constate, mais qu'on ne questionne pas finalement. Pourquoi? Et ça vient d'où pour des êtres humains qui n'ont pas encore quitté le bâtiment de la maternité, quoi. Donc tout ça, je pense que ça a construit petit à petit la recherche qui a été menée, dont nous parlons aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est tout un processus, en fait. J'ai envie d'ajouter une chose quand même, c'est qu'il y a eu la lecture d'un livre qui a été déterminante pour moi, en inconscience totale à l'époque, mais au moment où je démarrais ma thèse de doctorat, est arrivé entre mes mains le livre Les 9 marches, qui est un livre absolument pas scientifique, qui a été écrit par 2 personnes très controversées parce que leur expérience est questionnante, parce que c'est Anne Givaudan et puis Daniel Meroy qui racontent leurs expériences de couple, de sortie de corps, de voyage dans différents plans, et puis que lors d'un voyage comme ça, ils auraient rencontré une âme qui était sur le chemin de retour. C'est la façon dont elle leur a dit ça. Et puis qui leur a proposé de
de leur enseigner, de les accompagner en fait durant ce chemin. C'est pour ça que ça s'appelle les 9 marches pour les 9 mois de la grossesse. Et ce livre m'avait beaucoup interpellée, moi qui étais sage-femme, forcément. Quand je lisais que cette petite âme appelée Rebecca, dans le livre, racontait qu'elle voyait ses parents, qu'elle tournait autour durant la grossesse, qu'elle essayait d'interagir avec eux, qu'elle aurait aimé qu'ils sentent sa présence. Évidemment, en tant que sage-femme, c'était un petit peu magique comme pensée. Et je me suis dit, et pourquoi pas? Et si c'est le cas, waouh! C'est fou quand même. J'avais même regretté de ne pas avoir lu ce livre avant d'avoir eu mes 3 enfants, parce que je me suis dit que j'aurais peut-être vécu mes grossesses différemment. Donc ce livre, il a aussi planté, à mon avis, une graine. Après, je l'ai lu et je suis passée à autre chose. Hein. Puis ça, c'était, je pense, dans les années 2010. Donc là, on parle d'il y a 15 ans en arrière. Hein. C'est pas récent. Mais c'est tout ça, en fait. C'est cette complexité-là. Je ressens qui a abouti à tout à coup cette idée. Et alors, comment est-ce que vous l'avez mise sur pied, cette idée? Comment est-ce que vous vous êtes dites, je vais maintenant mettre ça sur pied, je vais trouver des collaborateurs, collaboratrices pour mettre ça sur pied? Comment est-ce que vous avez écrit un protocole? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce protocole? Comment est-ce que ça s'est construit? Oui, bien sûr. C'était un défi très important de faire se rejoindre la science et la spiritualité. Donc, une fois l'idée acceptée, c'est vrai que là, il a fallu descendre dans du concret pour trouver des partenaires scientifiques. Déjà, parce que pour moi, une recherche ne doit pas se faire seule, sinon on peut se fourvoyer dans nos croyances, nos représentations. On peut avoir la tête dans le guidon facilement, donc je cherchais vraiment des partenaires scientifiques. Et j'ai eu du mal à en trouver, parce que quand je demandais des rendez-vous avec des personnes ici en Suisse, en fait, donc, je m'identifiais comme des personnes avec qui je pourrais travailler, peut-être. Elles me recevaient très vite, parce que j'ai quand même fait des travaux conventionnels avant, donc j'avais une petite reconnaissance. Mais quand je commençais à expliquer mon projet, puis parler de mots conscience en dehors du cerveau, je parlais même pas d'âme en fait à ce moment-là, je parlais de conscience, uniquement de conscience. Donc conscience en dehors du cerveau, de travail peut-être avec des médiums comme intermédiaires. Je voyais les visages changer, se fermer, et puis la réponse était invariablement non, je ne suis pas capable, je me sens pas de t'accompagner dans un projet comme ça, Marie-Julia, c'est pas mon truc, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc, ok, je comprends. Hein. Et puis, une réalité aussi, hein, on va pas se le cacher, c'est pas très porteur au niveau académique. Hein, sur un CV, moi, j'arrive à un âge où peut-être c'est moins important que si on a 30 ou 40 ans. Quoi. Donc, j'ai eu du mal à trouver des partenaires scientifiques. Quand j'ai vu que je ne pouvais trouver personne en Suisse, j'ai commencé d'élargir et de chercher sur le net plus large dans d'autres pays. Et je suis assez rapidement tombée sur les USA, qui ont 2 centres, le Windbridge Institute, qui fait de la recherche sur justement les médiums, comment faire de la recherche avec des médiums, et qui ont édicté un certain nombre de recommandations que j'ai suivies. Et puis, je suis tombée aussi sur le centre IONS, Institute of Noetic Sciences, en Californie. Et sur la page d'accueil du site, il y avait une citation de Nikola Tesla qui est assez célèbre, hein, qui dit, je ne sais pas si je vais la réussir à la sortir comme ça, mais que quand la science commencera à investiguer les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que tous les siècles auparavant. Mmh. Je crois que c'est juste. Hein, oui, je crois aussi. Et cet institut, il est dirigé par Dean Radin, ou il était dirigé oui, c'est ça, par Dean voilà. Radin. Maintenant, c'est Lane Vabé qui dirige l'équipe de recherche, mais Dean Radin est toujours dedans. Et quand j'ai lu cette citation, je me suis dit, bon, on va se comprendre. Donc, je suis allée vers eux et j'ai eu un très bon accueil. Et quand j'ai eu Lane Vabé en visio, en entretien, et que je lui ai expliqué mon questionnement, mon projet sur une conscience prénatale, elle était
scotché, on va le dire comme ça, puisque c'est un institut qui travaille sur la conscience, sur l'étude de la conscience, sur l'intuition, sur les expériences de mort imminente, sur la communication avec les défunts. Et elle m'a dit, on n'a jamais pensé à ça. On n'a jamais pensé à ce bout-là. Donc elle était assez, scotchée. Et puis quand je lui ai demandé si quelqu'un de son équipe pourrait travailler avec moi, elle m'a dit moi. Alors j'étais vraiment honorée. Il faut savoir que ce centre IONS, il a été créé par Edgar Mitchell. En 1973, Edgar Mitchell, c'était un scientifique, c'était un astronaute qui a fait un voyage sur la Lune. Et c'est en revenant de ce voyage où il a eu vraisemblablement des prises de conscience particulières, des expériences spirituelles, il est revenu en disant « il faut faire de la recherche sur la conscience ». Les petites consciences individuelles, mais les plus grandes aussi, les consciences planétaires, la conscience. Et il a créé ce centre qui existe toujours. Alors ça, c'était ma première partenaire scientifique et j'étais très heureuse de ce partenariat. Maintenant, moi, cette recherche, elle était prévue en milieu francophone avec des interviews en français. Donc pour l'analyse, il fallait vraiment que j'ai des partenaires francophones. Et puis, les rencontres, les hasards, à force de chercher, j'ai fini par... je cherchais pas en fait quand c'est arrivé. J'ai organisé une journée sur les violences obstétricales dans le cadre de mon travail, ici à Genève. Et j'avais invité un médecin belge qui s'appelle Magali Eckermann, qui œuvre beaucoup pour faire disparaître les violences obstétricales. À la fin de cette journée, il y a traditionnellement un dîner avec les orateurs. Et puis là, en discutant avec elle, elle était enceinte, qui plus est, je lui explique ma recherche en cours et tout de suite, elle m'a dit « mais moi, je veux participer à une recherche comme ça parce qu'elle a un diplôme universitaire en état modifié de conscience. C'est un DU qui se fait à Paris. » Alors voilà, j'avais ma première partenaire francophone, mais deux, c'est pas l'idéal parce que quand on doit interpréter, quand on doit analyser, trouver un consensus, si un interprète les choses d'une façon et l'autre de l'autre, comment on fait? Donc l'idéal, c'est 3. Et le 3e est arrivé via Magali Eckermann, qui m'a présenté au docteur Renaud Évrard, qui est un psychologue. Il a une thèse en psychologie et il a écrit plusieurs livres sur la conscience, sur les expériences qu'il a appelées exceptionnelles, et puis les expériences de mort imminente aussi. Donc nous étions 3 scientifiques pour faire cette analyse et c'était très précieux parce que nous avons dû quand même, dans un quart des citations, un quart des... J'en parlerai peut-être après plus en détail, mais notre interprétation était nécessaire. Ensuite, l'équipe, parce que ça c'est l'équipe scientifique, mais l'équipe de recherche a été constituée aussi avec des intermédiaires. Ça, c'était la question méthodologique la plus complexe, c'est comment faire en fait pour... tenter de communiquer avec une conscience prénatale. L'idée de recourir à des intermédiaires, elle s'est assez vite imposée. Et pour ça, j'ai recherché des personnes douées d'un 6e sens. Beaucoup n'aiment pas se faire appeler médium. C'est pour ça que je dis ça. C'est en premier des personnes qui ont ce 6e sens développé. Parce que médium est parfois un mot connoté dans lequel certaines des personnes de mon équipe ne se reconnaissent pas. Mais par facilité, je les appelle médiums quand même. Pardon. Et là, je souhaitais au démarrage, enfin nous souhaitions 3 médiums. Il ne fallait surtout pas qu'il y en ait un seul ou une seule parce que ça aurait fait reposer trop de responsabilités sur une même personne. Et puis, ce que j'avais lu dans les recommandations de Julie Béchel et son équipe au Windbridge Institute, c'était quand même d'avoir plusieurs personnes parce que chacun a son canal de sensibilité différent, donc les apports sont complémentaires. Et puis, donc 3 me semblait un chiffre assez idéal. J'ai commencé avec 3, mais quand j'ai cherché des fonds, parce que j'ai cherché des fonds longtemps pour cette recherche et que je n'en ai pas eu, et que j'ai annoncé que je n'avais pas de fonds, mais que j'avais
envie d'aller de l'avant quand même pour cette recherche, de façon bénévole pour moi. Je ne pouvais pas forcer les gens à l'être. Les partenaires scientifiques étaient d'accord de l'être parce qu'il y avait une contrepartie avec la publication scientifique. C'est souvent comme ça que nous sommes rémunérés indirectement, nous les chercheurs. Par contre, pour les médiums, c'était une autre question. Donc, j'en ai perdu 2 à ce moment-là. J'en avais plus qu'un, donc c'était pas assez. Mais en partant, ces 2 personnes m'ont donné d'autres noms de personnes qu'elles me recommandaient vivement. Et puis, en fait, j'ai fait comme ça. Je suis allée à la pêche. Et je pensais m'arrêter à 3, sauf que je pourrais dire que pour la constitution de cette équipe de médiums, j'ai eu l'impression que les choses m'échappaient, ce qui est rare en science, parce qu'on est très contrôlant. Alors, j'ai eu un petit travail personnel à faire sur la question parce que je voulais contrôler les choses comme je le fais habituellement. Et puis, pour la constitution de l'équipe de médiums, j'ai été mise devant le fait accompli que ça m'échappait. C'est comme si c'était pris en charge par justement déjà ce monde invisible, cette histoire-là. Plusieurs sont arrivés spontanément. Ils avaient entendu par des clientes, par je ne sais quel canal en fait, que cette recherche avait lieu. Et puis ils me trouvaient, ils me contactaient en me disant j'ai très envie de participer à cette recherche. Bénévole, c'est OK. Donc c'était difficile de dire non. Donc je disais oui. Et puis certains commençaient et puis arrêtaient brutalement. Comme si, je ne sais pas comment le dire, ils étaient éjectés en fait. Il y avait un essai, comme un entretien d'embauche, et puis non, ça ne va pas. Et ce n'est pas moi qui décidais, c'est tout à coup eux qui changeaient d'avis brutalement, et puis qui ne voulaient plus. Donc cette équipe, elle a bougé jusqu'à atteindre 10 personnes. Et ça, c'était vraiment trop. Je ne recommande pas de faire de la recherche avec une équipe de 10 médiums pour un sujet, quel qu'il soit, c'est beaucoup trop. Donc c'est vrai que ça m'a donné une charge de travail que je n'avais pas imaginée comme ça, parce que chacun faisait chaque test et donc m'envoyait son rapport de communication, je m'expliquerai mieux après. Et c'était pas prévu qu'il y ait autant de matière que cela. Mais c'est ainsi. Maintenant, les 10 ne faisaient pas tous les tests, parce que comme ce travail était bénévole, vous l'avez bien compris, quand moi j'avais une nouvelle rencontre, une nouvelle maman, un couple, un nouveau bébé, on va dire, j'informais toute l'équipe. Je leur disais tous, voilà, on va l'appeler bébé test numéro 3, il est là. Juste une petite parenthèse, vous cherchiez activement des futurs parents qui participeraient à l'étude, c'est vous qui les cherchiez, vous aviez passé une annonce, comment ça se passait pour recruter les futurs parents? Pour recruter les futurs parents, je me suis fait aider par les sages-femmes indépendantes. Voilà, en fait, les sages-femmes qui font des consultations, les endroits, évidemment qu'il fallait des gens un peu ouverts d'esprit, déjà quand même, c'était pas la peine d'aller accrocher une femme enceinte qui passe comme ça dans la rue pour lui proposer une étude pareille. Pour un sujet comme celui-là, c'était pas possible. Donc, je suis passée par des collègues sages-femmes indépendantes qui ont donné l'information aux femmes. Et puis, c'est les femmes qui venaient vers moi, si elles avaient envie. Je ne leur parlais pas tant qu'elles ne m'appelaient pas pour me dire « j'ai entendu parler de votre étude ». Je suis curieuse, est-ce qu'on peut en discuter? On avait déjà d'abord une rencontre comme ça, et puis après la discussion, après l'information pour moi de l'étude, elles acceptaient ou elles refusaient. Bon, toutes ont accepté, mais toutes celles qui sont venues vers moi. Parce que là aussi, j'ai été dépassée, mais pas autant que pour l'équipe de médium, parce que je voulais 10 femmes. À l'origine, j'étais fixée sur le chiffre 10. Et puis la 10e et la 11e sont arrivées la même semaine et presque le même jour. Et j'ai pas osé dire non. Je trouvais que je me sentais, c'est comme si je disais non à une âme qui arrivait pour participer. Ça se fait pas, quoi. Donc j'avais les 11. Maintenant, les femmes participantes ont toutes été déçues d'une chose quand je leur ai expliqué l'étude. C'est que pour moi, il était pas négociable. Et là, j'étais d'une fermeté. Autant j'ai lâché prise sur d'autres choses, mais pas sur ça. Il était pas négociable que hors de question que je leur donne les rapports de communication des médiums avec leur fœtus. C'est-à-dire que les parents ne rencontraient jamais les médiums. C'était très important pour moi. C'est une expérience, c'est exploratoire, c'est une recherche scientifique, c'est pas une consultation de grossesse médiumnique, pas du tout. C'était une expérience.
Et je suis sage-femme. En tant que sage-femme, j'ai envie de protéger les mamans, les familles qui se construisent, les enfants qui arrivent. Et il n'était pas question que les parents lisent des rapports de médiums qui pourraient leur mettre des idées dans la tête de choses dont on ne sait pas si c'est vrai, que c'est peut-être du grand n'importe quoi, tout ça. Donc, il y avait une déception sur le moment de dire « Ah bon, on n'aura jamais, on ne saura pas ce que notre bébé a dit. » Jamais, jamais, même après l'étude, même après que tout soit publié. Ah oui. Alors, il y a des choses où ils sont au courant parce que ce sont, dans notre étude, je n'ai pas expliqué ça encore, mais dans le protocole d'études avec les médiums, par étape, moi je rencontre les parents, je leur explique l'étude. Mais après, donc, quand on commence cette première rencontre avec eux, je les fais parler de la grossesse, de comment elle se déroule, est-ce que le prénom est déjà décidé, qui l'a décidé, comment, où est-ce qu'ils vivent, dans quel environnement, est-ce qu'il y a déjà des frères et sœurs, est-ce qu'il y a des animaux domestiques à la maison, physiquement comment ils sont, leur caractère. Je leur pose toutes ces questions-là parce que j'ai l'idée dans la tête de pouvoir contrôler, vérifier les informations. Donc, les réponses à ces questions-là, qui ont été justes, je ne les ai pas données en tant que telles aux parents, mais dans le livre, ils vont rapidement reconnaître les réponses qu'ils ont données. Et ça, ces questions-là n'ont aucun danger. De voir que leur bébé avait dit que maman avait les cheveux noirs lisses et puis qu'elle a les cheveux noirs lisses, c'est pas un problème. Qu'il y a une grande sœur qui est déjà là ou 2 chats qui sont déjà là, c'est pas un problème, ça va pas changer le regard sur l'enfant. Mais il y avait une deuxième partie de l'entretien, c'est-à-dire que ça c'est Elane Wabé, l'américaine, qui a proposé d'ouvrir plus large que ce que je pensais faire au début. Parce qu'au début, moi, je me suis partie science. Je sentais que cette recherche était déjà tellement en marge de ce qui se fait dans le milieu académique habituel que je voulais rester sur du vérifiable. Et puis rien que du vérifiable, on ne va pas chercher plus loin que ça. Et Elane Wabé m'a suggéré, m'a dit, mais ce serait dommage de ne pas poser d'autres questions que des questions vérifiables, de profiter de cette expérience qui n'a jamais été menée dans le monde pour poser des questions plus larges que ça, même si on ne peut pas vérifier l'exactitude des réponses. Mais on verra ce qui sort, ce qui est dit, si quelque chose est dit, parce que ça, c'était quand même une inconnue au début. Et puis, c'est aussi quelque chose qui peut être analysé d'une manière scientifique, mais pas en recherche de preuves, mais en recherche de sens. J'ai accepté sa proposition, ce qui fait que dans l'interview au médium, il y avait le même nombre de questions vérifiables que de questions invérifiables. Les questions invérifiables, c'est par exemple, est-ce que c'est toi qui as choisi tes parents ? On s'est inspiré de ce qui est dit actuellement, de ce qu'on peut lire entendre dans certains milieux ou lire dans certains ouvrages. Est-ce que c'est toi qui as choisi tes parents ? Est-ce que tu as choisi de venir sur la Terre ? Est-ce que tu sais pourquoi tu viens sur la Terre ? Qu'est-ce qui se passe dans cet entre-deux ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Enfin, voilà, des questions comme ça. Alors, les réponses à ces questions-là, ça, je ne les dirai jamais aux parents, parce que ça pourrait bien sûr impacter le regard sur l'enfant, alors qu'on n'a pas la preuve que c'est juste. Parce que les médiums, même si je sais que les médiums de notre équipe de recherche sont des bons médiums avec une éthique de travail dans laquelle j'ai confiance, et un gros travail sur eux-mêmes pour se détacher de leurs filtres, les filtres restent toujours un petit peu... On ne peut pas s'extraire complètement de notre milieu culturel, de notre éducation, malgré tout le travail qu'on peut faire pour s'en libérer. Et il est possible que les réponses à ces questions-là étaient teintées de leur filtre à eux. Je n'ai pas la preuve dans un sens ou dans l'autre. Donc, pour rapporter ces résultats-là, pour prendre soin des familles, je les ai rapportés de façon complètement par question, en fait, et pas par rencontre. Ouais. Et alors, plus précisément, le protocole, quels sont
Voilà, les attentes que vous aviez auprès des parents et auprès des médiums. Il y avait des listes de questions, il y avait Ouais. comme vous avez dit, des questions vérifiables et non Oui. vérifiables. Et ensuite, comment ça se passait dans le déroulé chronologique? Ouais, dans le déroulé chronologique, donc après ce premier entretien avec les parents dont je viens de parler pour toutes les questions vérifiables, je donnais l'information aux médiums de commencer leur communication, leur tentative de communication. Ils avaient 1 mois pour le faire. Ça fait partie des recommandations du Windbridge Institute, qui est de les laisser dans les meilleures conditions possibles pour faire leur expérience de communication. Il ne s'agit pas de les filmer, de les observer, de les contraindre à une heure précise. Ça ne fonctionne pas bien comme ça, ce n'était pas le but. Donc ils avaient 1 mois pour faire leur tentative de communication et puis m'envoyer leur rapport. Une tentative de communication, pardon de vous interrompre, sur une liste de noms? Ou... Non. Comment est-ce qu'ils entraient en communication avec... Avec juste... alors au début, on a commencé en les appelant bébé test numéro 1, bébé test numéro 2, bébé test numéro 3. Ils n'avaient que ça. Certains, pas les premiers, enfin, au fur et à mesure de l'arrivée des médiums, certains m'ont dit, moi j'ai besoin d'un petit truc pour m'aider juste à décoller, entre guillemets, à commencer... j'ai des petits rituels qui m'aident à rentrer en communication. Et par exemple, une voulait une photo. Alors, une photo, parce qu'elle était habituée en tant que médium à travailler sur les photos des personnes décédées. Et c'était important pour elle d'avoir un support tel comme ça, qu'une image. On a réfléchi ensemble et puis l'idée est venue de lui donner une photo de l'échographie de datation du premier trimestre. Là, on va dire quasiment rien, hein, une petite boule avec 4 petites boules pour les membres, et une boule pour la tête et 4, enfin voilà, un petit tétard là. Bien sûr, en enlevant toutes les données de mesure et puis du nom des patientes. Juste la capture d'image de l'embryon in utero. Et voilà, ça lui suffisait pour décoller. Une autre avait besoin d'un lieu géographique. Une ville, par exemple, Montréal ou Lausanne. C'est tout. Et beaucoup n'avaient besoin de rien. Ils m'ont expliqué que c'est quantique, en fait. Dès lors qu'ils ont l'intention de se connecter au bébé numéro 4 de l'étude de Marie-Julia Guittier et son équipe, hein, ils sont sûrs qu'ils se connectent avec je ne sais pas comment l'appeler, cette conscience-là, cette âme-là. Donc ça se passait comme ça dans le premier et deuxième temps. Ensuite, je recevais les rapports des médiums. Et là, je découvrais beaucoup de choses inattendues. Ça s'est passé tout le temps. Et c'était super chouette parce que les fœtus, les consciences fétales semblaient avoir moins envie de répondre à l'interrogatoire, aux questions qui se suivaient comme ça, que de nous donner plein d'autres informations, des anecdotes. Et quand je recevais ça... je me disais que certaines méritaient d'être vérifiées avec les parents. Donc j'avais de toute façon un deuxième entretien durant la grossesse prévu avec les parents tout le temps. Un au 2e trimestre et puis un au 3e trimestre à peu près. Pour que lors du 2e entretien, ils me parlent de leur préparation pour l'accouchement, qu'ils me parlent un petit peu de l'accouchement. Et je profitais de cet entretien-là pour leur demander de l'aide en tant qu'à l'hôpital, on dirait patient partenaire. Là, ils avaient un partenariat de recherche avec moi pour nous aider à vérifier ce qui était vrai ou faux. Donc, je peux vous donner un exemple concret, peut-être ça aidera. Ouais. Il y en a des dizaines, pour ne pas dire des... Si j'en prends un comme ça... Alors... Oui, ça c'est encore autre chose. Il y avait différents... Je vais commencer par... on avait reçu d'une âme fétale le fait qu'elle n'était pas la première à arriver, que sa maman avait déjà perdu un enfant. Moi, dans le premier entretien avec la maman, j'avais demandé si c'était la première grossesse, et puis on m'avait dit oui. Donc, je ne sais pas pourquoi j'aurais pu me dire, bon, bah ça c'est faux, mais j'ai quand même eu envie de vérifier cette information, la façon dont c'était annoncé. Parce que cette conscience fétale allait plus loin. Elle disait que cette petite âme l'avait accompagnée au début de la grossesse et que ça avait été précieux, tout ça. Enfin, il y avait
toute une histoire autour d'un enfant qui aurait déjà été là avant lui, avant elle, si on parle d'âme. Et quand j'ai eu les parents la fois d'après en visio, très précautionneusement, je suis revenue sur cette question de est-ce que c'est bien la première grossesse, est-ce qu'il y a eu des fausses couches, des avortements. Auparavant, j'ai un petit peu plus accentué cette question de fausses couches ou avortement, peut-être avant. Et puis là, à ma surprise presque, je dirais, ce couple m'a dit oui, on a effectivement eu une grossesse auparavant, ensemble, mais on ne l'a pas gardée. Ok. Donc ça, typiquement, c'était une information apportée spontanément qui a été vérifiée avec l'aide des parents a posteriori. Après, il y avait d'autres choses. Je donne l'exemple d'une poussette. Il y a une conscience fétale qui nous a dit de transmettre un message à ses parents. Que c'était ok la poussette, il ne fallait pas se prendre la tête, ça le ferait grosso modo la poussette. Parce que les parents s'inquiétaient de quelle poussette choisir, mais ce genre de choses? Pas du tout. Enfin, les parents ne m'avaient absolument pas parlé de ça lors du premier entretien, absolument pas. Et puis c'était leur premier enfant. Et acheter une poussette quand on a ton premier enfant, c'est juste complètement banal. Donc, cette information-là, il n'y a aucune autre conscience fétale qui nous a parlé de poussette dans tous les rapports de médium qu'on a eus, mais celui-ci, je me suis dit, pourquoi il parle de poussette, quoi, c'est tellement étrange. Alors, par curiosité, lors du deuxième entretien, où j'avais la maman toute seule, je lui dis, si je te dis poussette, juste pour voir, qu'est-ce que ça t'évoque ? Et là, elle part d'un éclat de rire. Elle me dit « Ah, la poussette !» C'est toute une histoire, l'achat de la poussette. Parce qu'il faut que tu saches que mon conjoint, c'est une Québécoise, donc elle avait les noms, mais on va dire mon conjoint, c'est un très grand sportif. Il est féru de sport. Alors, il veut une poussette pour pouvoir courir sur tous les terrains. Et qu'il neige, qu'il pleuve, sur les cailloux, tout ça. Donc, on magasine pour trouver la poussette de ses rêves. Et j'en ai marre, moi, j'en peux plus de l'achat de cette poussette. Donc, je dis, ah ouais, waouh. Là, c'était signifiant parce qu'il y avait toute une histoire en lien avec la poussette. Si elle m'avait juste répondu, ben oui, on va acheter une poussette, c'est notre premier enfant, on va acheter une poussette. Bon, alors, j'aurais dit oui, c'est donc vrai, mais c'est un vrai qui n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que je l'ai cherché, voilà, c'est quelque chose de tout à fait banal, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Donc ce deuxième entretien, il servait à vérifier des choses comme ça. Je vous donne encore un autre exemple, parce que c'est ça qui est rigolo. C'était ça le sel de cette recherche, et puis l'émerveillement en fait, de la découverte. Une fois, il y a une conscience fétale qui nous dit que alors là, j'expliquerai après. Ça peut paraître engageant pour le regard des parents. Qui nous dit qu'il vient pour aider son père par rapport à la compétition dans la famille. C'était plutôt... il dit par rapport à son frère. Il parle de son frère, du frère de mon père. Mon frère et son père sont en compétition. Il y a beaucoup de compétition dans la famille et je viens pour aider pour ça. Bon, ça, c'était une question non vérifiable. C'était une question en lien avec pourquoi est-ce que tu viens ou est-ce que tu as choisi sur tes parents. Mais la question du frère m'interpellait. Alors, lors de l'entretien suivant, j'ai décidé de poser simplement la question au papa, puisqu'il était là, s'il avait un frère, pour juste vérifier qu'il avait un frère. Ça aurait été une information à vérifier. Oui, vrai ou faux. Et au moment où je lui demande s'il a un frère, il y a sa compagne à côté qui le regarde et puis qui lui dit « Ah, je savais que ça viendrait, ça, et tout. » Puis lui, mal à l'aise et tout. Donc moi, bon, déjà, je me dis, je peux cocher qu'il a un frère, visiblement. C'est déjà une chose. Mais en fait, il raconte après tout un contexte. Il me dit, j'ai un frère jumeau. Et avec mon frère jumeau, et on a toujours été en compétition depuis. Moi, j'ai pas prononcé le mot compétition, moi. Il le dit. Il dit, on a toujours été en compétition. Il était toujours plus fort que moi à l'école. Moi, il était celui qui réussissait, moi pas.
Et ce papa a une forme de réussite. Évidemment que je ne vais pas donner son métier, mais il a un joli parcours professionnel. Mais il raconte qu'il s'est toujours senti moins que son frère jumeau. Et puis il continue en disant, puis de toute façon, c'est comme ça aussi avec mon père, enfin, c'est dans la famille. Ok. Donc là, comme c'est eux qui l'ont dit, je me suis permis de leur dire qu'on avait eu un message dans ce sens-là, effectivement. Parce que c'était aussi un couple, je dirais, un peu particulier, très, très ouvert d'esprit, qui communiquait beaucoup avec son bébé, avec les cartes, de façon intuitive. Donc, la discussion était un peu différente peut-être avec eux que ce que j'aurais eu avec un autre couple. Ça, c'est possible. Ouais. Des fois, je me suis laissée embarquer par le partage dans l'instant. Mais voilà, c'est encore un exemple de choses qui arrivaient spontanément et puis qui méritaient d'être vérifiées lors du deuxième entretien. Ensuite, quand ce deuxième entretien était fait, je disais au médium que le deuxième entretien était réalisé et eux tentaient leur deuxième tentative de communication. Ils revisitaient les questions posées précédemment, les questions vérifiables, en demandant... Bon, toujours, ils commençaient par demander à cette conscience si elle était d'accord de parler, de participer à cet entretien. Mais on ne doute pas que s'ils n'avaient pas été d'accord... on peut rien forcer, ils auraient juste pas répondu, il n'y aurait rien eu, quoi. Donc, mais c'était important de dire que c'est quand même la première question qu'ils posaient, c'est « Es-tu d'accord de dialoguer avec moi ?» et donc, dans ce deuxième entretien, ils revisitaient les questions précédemment posées et ajoutaient les questions non vérifiables à ce moment-là. Et puis, moi, je re-entendais encore les parents une troisième fois après la naissance de bébé pour qu'ils me racontent comment s'était passé l'accouchement, déjà par intérêt, curiosité, de savoir, d'avoir la fin, c'est pas la fin de l'histoire, mais comment s'était terminée cette grossesse. Et puis, et aussi vérifier des informations qui nous ont parfois été données pour l'accouchement. C'est-à-dire des consciences fétales qui nous disaient que cet accouchement se passerait très très rapidement, très très bien, à telle date, puisqu'on a eu aussi des fois des précisions, ce sera quelques jours après le changement d'année. Ok, tout ça, je le vérifiais dans ce troisième entretien avec les parents. Et après, eh bien... Donc, les médiums ne connaissaient pas, évidemment, l'état de grossesse des parents. Non, rien. Donc, ils ne pouvaient pas inventer la date de naissance. Non, Quand on dit que quelques jours après la nouvelle année, c'est vraiment une information pour vous. Ah oui, ouais. Bah oui. L'étape d'après, ça a été d'analyser tout ça. Ouais. Et là, ça a été un gros travail. Et donc, on l'a fait avec Renaud Evrard et Magali Eckermann. On a dû inventer, puisqu'on n'avait pas de référence d'une recherche qui aurait été faite sur le sujet. Donc, on a dû inventer comment analyser ça. Alors, on a... Encore une question juste avant, excusez d'interrompre, c'est est-ce que les médiums, on leur avait déjà fait ce genre de demande à titre privé? Est-ce qu'il arrive que des parents viennent demander à des médiums, parce qu'on vient toujours consulter les médiums pour les personnes décédées, mais est-ce qu'il arrivait, est-ce que les médiums vous ont dit qu'ils avaient déjà eu ce genre de demande? La grande majorité, non. Une ou deux, je crois, avaient déjà eu des consultations durant des grossesses qui n'étaient pas forcément pour discuter avec l'enfant, mais qui étaient parce qu'il y avait des questionnements durant la grossesse et une envie de réponse pour certaines choses, et peut-être en lien avec des parents décédés ou des grands-parents décédés qui venaient en pensée durant la grossesse, et puis des consultations qui ont été faites dans ce cadre, et où le médium ne choisit pas, en fait, qui se présente pour parler dans ces moments-là, et où c'est l'enfant qui était venu. Mais c'était anecdotique. La grande majorité n'avait jamais fait ça. Ça, c'est une faiblesse de notre étude, parce que comment sélectionner des bons médiums? On ne peut pas le faire de façon traditionnelle sur un CV qu'on compare avec un autre. Ouais. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça peut être que sur du bouche à oreille. Ça, on l'a utilisé au maximum par rapport à la réputation. Après, la capacité à communiquer avec les âmes fétales, est-ce que c'est différent d'avec les personnes décédées? C'était un gros point d'interrogation, et eux-mêmes ne savaient pas.
Et pour ceux vers lesquels je suis allée, c'était différent ceux qui sont venus vers moi. Ils avaient la curiosité eux-mêmes, mais ceux vers qui je suis allée, moi, quand je leur expliquais la recherche, ils me disaient « Mais j'ai jamais fait ça, mais j'ai envie d'essayer. Ouais. » Ça répond. Oui, ça répond très bien. Et donc, alors, pour l'interprétation des données? Oui, l'interprétation des données. Nous avons en fait comparé les réponses reçues dans les rapports des médiums avec les réponses, les informations que nous avaient données les parents dans les entretiens. Et par rapport à cette comparaison-là, il y avait déjà 2 grands groupes, c'était vrai ou c'était faux, quelque part. Donc, quand c'était faux, par exemple, mes parents adorent le camping. Ah bon, entretien numéro 2, est-ce que vous aimez le camping? Ah, on déteste le camping. Bon, ça c'est faux. Ça, c'était simple. Dans ce qui était vrai, on a identifié trois niveaux de confiance dans la véracité des choses. Alors déjà, si on regarde juste les résultats vrais et faux, on a, dans toutes les données recueillies, vérifiées, 69% étaient vrais et 31% fausses. C'est quand même un tiers qui sont fausses. Hein. Attention, ça j'en reparlerai peut-être un peu plus tard sur les risques d'aller consulter les médiums, parce que j'aimerais pas du tout que cette recherche soit comprise comme une incitation à aller consulter les médiums durant la grossesse ou un nouvel accompagnement de grossesse. Pas du tout. Ce serait dramatique pour moi que ce soit utilisé comme ça. Peut-être j'en parle maintenant là, puisque j'ai commencé. Ça, c'est une précision, vraiment un positionnement fort de nous 3 chercheurs, parce que nous avons fait une expérience scientifique. Donc c'est exploratoire. On a travaillé avec des médiums en bonne intelligence pour faire une expérience qui était de tester l'hypothèse selon laquelle une conscience prénatale préexiste à notre naissance. Et si elle préexiste, si elle est là, pour le savoir, le seul moyen qu'on a identifié, c'est d'essayer de communiquer avec elle. Ouais. Maintenant, comme je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, déjà, un tiers des informations sont fausses, donc ça peut faire croire à des parents des choses qu'ils prendront comme vraies, parce que si les gens qui ont fait l'expérience d'aller consulter des voyants, des médiums, savent au fond d'eux que quand une information est donnée, même si elle ne nous plaît pas, elle est là dans notre tête, hein, et elle ne part pas comme ça. Et puis qu'elle soit vraie ou fausse, elle est là, et on peut rentrer dans des sortes de prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que si un médium dit cet enfant-là, il dit qu'il va mettre de l'ordre dans la famille, le chaos, si ça, ils vont se méfier de ce petit bébé dès qu'il arrive, et c'est absolument pas juste, parce que c'est peut-être pas du tout ça qu'il vient faire. Peut-être que le médium se trompe complètement. C'est d'autres choses qui sont venues, qui lui font dire ça. Donc pour moi, c'est vraiment dangereux d'aller consulter des médiums durant la grossesse. C'est pas du tout le message. Le message, je vais à le message de la fin au milieu de l'explication de la recherche, mais c'est tellement important que je le dis là, parce que j'ai eu des interviews déjà où j'ai pas eu le temps de le dire, et après je me dis mince, on m'a pas posé cette question, donc je devance. Le message, c'est d'essayer que chaque parent se mette à l'écoute, particulièrement peut-être en se disant et si c'était vrai tout ça. Juste cette question-là, et si c'était vrai, qu'est-ce que ça changerait? De laisser tomber les barrières limitantes qui sont ça n'existe pas, c'est pas possible, il n'y a que ce corps-là qui répond que si je bouge, je donne une petite impulsion dans mon utérus et réagit, il n'y a que ça, il ne faut pas chercher plus que ça. Juste de s'ouvrir et peut-être qu'il y a plus que ça, peut-être que ce bébé qui arrive, peut-être qu'il vous a choisi, peut-être qu'il est là en train de vous observer, peut-être qu'il a envie que juste vous disiez que c'est possible. Il ne faut pas aller plus loin que ça, parce que la magie de la naissance, la magie de la rencontre d'un enfant avec ses parents, c'est sacré. On ne doit pas toucher à ça. Il y a quelque chose, chacun, les 3 parties, et plus s'il y a des frères et sœurs, et plus large avec la famille en entière, et même plus large avec les animaux domestiques peut-être, ça reste à vivre et à construire dans l'instant, dans le déroulement des choses. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Voilà, je ferme la parenthèse, mais comme ça, je suis soulagée d'avoir exprimé ça.
Et donc j'en étais où? J'en étais dans l'analyse. Ou 69% quand Ouais, même, 69%. qui ne sont pas négligeables, Voilà, malgré les 31% sur lesquels vous vouliez insister. Voilà, c'est ça. Et donc dans ces 69%, on a distingué 3 niveaux de confiance. C'est-à-dire que des fois, c'était simple. C'est-à-dire, viens-tu en garçon ou fille? Garçon, bon, oui, c'était un garçon à la naissance, ok, quoi. À quel terme de gestation te trouves-tu? Début du 7e mois, c'était le cas. Ok, ça se discute pas. Est-ce qu'il y a des animaux de compagnie là où tu arrives? Oui, il y a un chat avec lequel j'interagis régulièrement. Et hop, la maman a raconté une relation particulière avec un de ces 2 chats durant la grossesse. Bon, là et encore, quoique cet exemple-là est peut-être un peu entre deux quand même. Mais dans 25% des cas, on avait besoin de vérifier. Ça, les choses comme ça, brutes, vérifiables, la description des parents, quoi, les yeux bleus, les cheveux blonds, les cheveux noirs, toutes les descriptions de caractère, parce que pour le caractère des parents, nous leur soumettions aussi un questionnaire avec plusieurs possibilités, plusieurs mots pour leur caractère. On l'a fait ça pas au tout début, mais on a dû s'adapter très vite parce que dans l'interview, moi je demandais aux parents de se décrire. C'est très difficile comme question, hein. Si je vous demande comme ça, décrivez-moi votre caractère, vous allez dire quelques trucs qui vont vous venir comme ça, mais peut-être que votre épouse dirait autre chose de vous et vos parents aussi. Et avec le recul, vous diriez oui, c'est vrai, mais sur le moment, vous ne l'avez pas dit. Et comme dans les rapports de médium, il y avait des descriptions des parents avec des formes de caractère qui n'avaient pas été dites par les parents, moi je les vérifiais dans un second temps. Puis je me disais, ah oui, c'est vrai, oui, je suis un peu comme ça, on peut le dire, oui. On a décidé de faire un support de recherche, de recueil de données supplémentaires avec un questionnaire que chaque parent a rempli, papa et maman, avec des descriptions physiques précises, des yeux, la taille, le poids, la couleur des yeux, les cheveux, avec des signes particuliers éventuels physiques, et puis aussi le caractère en mettant des mots les mêmes pour tout le monde, pour une partie, joyeux, ou sportif, ou des choses comme ça. Et puis la moitié, c'était des mots qu'on avait pris des rapports des médiums qui avaient été donnés et qu'on noyait dans une trentaine de qualificatifs possibles, et on leur demandait d'entourer ce qui était eux. Et puis on regardait ce qu'ils avaient entouré et ce qui avait été dit. Si ça matchait ou pas. Ça, c'était une partie aussi importante des vérifications. Donc ces parties-là vérifiables, telles que je viens de le décrire, c'était 71% de nos réponses vraies. Des 69, hein, je suis dans les 69%. Ouais. À l'intérieur, c'est 69. À l'intérieur des 69, si on dit que les 69, c'est 100%, voilà. Tout à coup, y avait 71 qui étaient de cet ordre-là, où ça ne se discutait pas. C'est tout à fait vérifiable. Voilà. On a eu 24 ou 24, je crois, de données qu'on a dû interpréter. Et ça, c'était pas le plus facile. C'était le plus joyeux parce que c'était presque comme une enquête de détective, et puis c'était intéressant de faire ça. Dans l'idéal, on aurait aimé qu'il n'y ait pas, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, on l'a compris avec l'investigation du monde médiumnique, des communications, les messages, en lisant ce qui est fait avec les personnes décédées. Les messages sont rarement directs. Souvent, ce sont des images, des symboles, voire des paraboles. Et après, il faut faire le lien avec ce qu'on peut vérifier du réel. Je vous donne un exemple, hein, ça va aider encore, parce que un exemple d'interprétation, on a une conscience fétale. Je fais encore une parenthèse, mais là, mon cerveau il va dans tous les sens. Mais au début de la grossesse, on les appelait bébé test 1, bébé test 2, bébé test 3. Puis quand on a commencé à recevoir les rapports, et puis qu'on a vu le contenu des écrits, surtout par rapport à la description du caractère des parents, et puis les questions non vérifiables, ça ne vibrait pas bien avec le mot bébé, parce que c'était très mature
comme message, comme information. C'était très mature, c'était très élaboré. Donc les appeler des bébés, tout à coup, ça semblait ridicule en fait. On n'arrivait plus. Donc on a changé en conscience, en processus d'incarnation. Donc c'est devenu CPI numéro 1, CPI numéro 2, numéro 3. Voilà, je fais juste un petit break pour cette anecdote-là. Donc, une fois, on a une conscience en processus d'incarnation qui nous dit que beaucoup de petites mains se posent sur sa tête. Comment vérifier ça ? La majorité des bébés ont la tête en bas en fin de grossesse. Et puis, tous les cas, au 3e trimestre, ils ont la tête en bas pour la grande majorité, pour 95%, voire 95%. Et là, des petites mains se posent sur ma tête. Quand on regarde l'interview de la maman, on découvre que son bébé se présente en siège. Et on se dit, ah oui, effectivement, les gens, quand ils veulent toucher l'utérus des mamans, ils mettent les mains en haut. Vers le haut du ventre. Ils n'osent pas mettre la main au-dessus du pubis, alors que c'est là que se trouve la tête. Donc les gens mettent les mains sur le dos ou les fesses, en fait, quand ils mettent les mains comme ça là-haut, quoi. Donc on a vérifié, par notre interprétation, on s'est dit, c'est OK, on l'accepte que c'est juste que des mains se posent sur sa tête puisqu'elle a la tête en haut, cette conscience fétale. Donc ça, voilà, ça peut être discuté. Peut-être que des gens, certainement, de toute façon, des chercheurs ou même pas des chercheurs diraient là, vous exagérez, quoi, vous avez fait... on était à 3, on discutait à chaque fois, est-ce qu'on valide cette information ou pas ? Dans une situation comme ça, on l'a validée. Un autre exemple d'interprétation, pour les prénoms. Pour les prénoms, on n'a jamais eu le prénom direct, en fait. On a toujours eu que des indices. La lettre N et la lettre A. Bon, dans le prénom réel, qui ne sont pas ceux du livre, vous l'aurez bien compris, dans le prénom réel, il y avait du N et du A. OK, donc on va l'interpréter quand même comme juste. On aurait préféré qu'il nous donne le prénom directement, tout comme on aurait préféré que Lucie nous dise « je me présente par le siège ». Ça aurait été plus simple que nous dire que des mains se posent sur sa tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'était très souvent comme ça. Donc, si je comprends bien, il y avait ces fameux 69% d'informations vérifiables et à peu près 25% d'informations à moitié vérifiables, mais qui vont quand même dans le sens de quelque chose qu'on pourrait considérer comme étant juste. Qu'on a dû interpréter. Exactement. C'était pas exemple. Exactement, oui, très volontiers. Non, voilà, c'était pas... comme je viens de le dire, elle nous a pas dit je suis en siège, elle nous a dit des mains se posent sur ma tête. On a une autre conscience fétale qui nous a dit mon prénom c'est le prénom d'une étoile. Bon, et puis on savait ça, c'était durant la grossesse. Et quand le bébé est né, waouh, prénom d'une étoile. Mais c'est quand même une interprétation dans le sens où il nous a pas écrit le nom de l'étoile. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on doit quand même faire le lien. On a dû faire le lien, nous, entre ce qui était donné en métaphore, en image, et ce qu'on lisait, en se disant, en fait, ça veut dire la même chose, mais ça, c'est nous qui le décidons à 3, qu'on est d'accord que c'est bien une étoile, ce prénom-là. Oui, on a vérifié. et puis, du coup, on l'a Oui, mais c'est quand même c'est quand même une information correcte. C'est vraiment le nom d'une étoile. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis dans les vrais et pas dans les faux. Et puis, il y a 4% des réponses qu'on a qualifiées de vraies, mais qui ont été induites par mes questions de vérification, je dirais. Par exemple, il y a une conscience fétale qui nous a parlé d'un déménagement. Donc moi, la fois d'après, je demande aux parents s'ils vont déménager. Et puis, ils me disent « oui, c'est prévu, parce qu'avec l'arrivée du bébé, c'est pas maintenant, mais on va déménager, ça c'est sûr. » Donc c'était pas d'actualité. Donc en fait, c'est très fréquent que les parents déménagent aussi avec l'arrivée d'un enfant. Donc c'était pas faux, ils m'ont pas dit non, on est installé dans la maison de nos rêves, on va faire toute notre famille là, on va pas bouger. Non, ils m'ont effectivement dit on déménagera, c'est prévu. Mais j'ai eu l'impression d'avoir été chercher cette info un peu trop quand même. Donc ok, c'est vrai, mais
Ok, donc il y a une sorte de gradation dans vos réponses absolument sûres, les réponses qu'il faut aller chercher mais qui se vérifient quand même, et celles dont vous êtes un peu moins sûr, dont les réponses positives. Oui. Là, je vais dans des détails de la science pour notre interview. Dans le livre, je ne rentre pas dans toutes ces nuances-là parce que c'est pas forcément l'intérêt des lecteurs de savoir c'est quel niveau ça. On s'en fiche un petit peu. Mm-hmm. Est-ce que vous avez constaté des biais ou des améliorations qui pourraient être faites à ce protocole si vous deviez le refaire? Alors, ce protocole est bourré de biais. C'est dur de dire ça pour une chercheuse. Mais il faut l'admettre, je l'admets complètement. Cette recherche est bourrée de biais, puisque c'est une première exploration sur un sujet jamais exploré auparavant. Le biais le plus grand, le plus énorme, c'est le fait d'avoir dû recourir à des intermédiaires tels que des médiums. C'est la différence avec les gens qui font des expériences de mort imminente, qui sont tellement documentées que ça en devient scientifique aussi, tellement il y a des milliers, voire des millions de témoignages. Ce sont les gens eux-mêmes qui reviennent et qui expliquent ce qu'ils ont vécu. Donc on ne peut pas douter, c'est 100% leur expérience, leur filtre. Nous, avec le fait d'avoir dû travailler avec des médiums, on ne pourra jamais exclure qu'une partie des informations qu'ils ont été cherchées étaient prises dans peut-être les pensées des parents, même s'ils ne les rencontraient jamais. Pour les questions vérifiables, c'était des choses que les parents savaient. Après tout, on peut se dire que peut-être qu'au lieu d'être branchés au bébé, ils étaient branchés sur les parents, et puis que c'est comme ça qu'ils ont vu qu'elle avait les cheveux noirs, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça va rester une incertitude fondamentale sur... ils auraient aussi pu prendre les informations chez moi, quelque part, qui étaient à la plaque tournante entre l'équipe de médiums et puis les parents. Oui, même si c'est le cas, ça ne s'explique pas. Comment est-ce qu'ils... Alors on est obligé de vivre avec cette incertitude. Exactement. Heureusement, j'ai envie de dire, on a eu quelques informations inattendues que personne ne savait, ni les parents, ni moi, ni les médiums. Ça, c'était le cadeau, en fait, de cette recherche. Si c'était à refaire, j'ajouterais cette question-là. J'ajouterais, à destination des consciences fétales, peux-tu nous donner une information que personne ne connaît, même pas tes parents, mais que nous pourrions vérifier? Je poserais cette question-là pour répondre à la question si c'était à refaire. Après, parmi les choses inattendues, connues de personne, on en a parlé tout à l'heure, c'est je vais naître quelques jours après le changement d'année. Ça, les parents ne le savaient pas et pensaient même que l'accouchement se passerait avant. Pour différentes raisons, et ça a été vrai, donc c'était pas dans leur tête, c'était pas dans la mienne, personne ne le savait. Il y a eu un autre exemple, là encore plus mystérieux, d'une conscience qui nous a dit que c'était rigolo qu'il y avait deux créatures, c'est le mot qu'il a utilisé, bizarre créature, mais des fois le langage aussi est spécial en fait, dans ce qui nous est transmis. Deux créatures tentaient de communiquer avec lui en même temps, et que ça l'amusait. Et en lisant ça, on a eu la curiosité de regarder les rapports des médiums pour ce test-là, les dates. On n'avait pas les horaires, parce que de toute façon, comme il y avait des médiums aux États-Unis, au Québec, en France, en Suisse, et puis qu'il y avait des familles participantes aussi dans ces 3 pays, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt de marquer les horaires, parce qu'avec les décalages et tout. Donc on avait juste les dates. On a regardé les dates des interviews, et puis effectivement, et on ne l'a pas vu pour d'autres, pour ce test-là, il y a eu 2 médiums qui ont fait les tentatives de communication le même jour, sans se connaître, sans savoir et tout. Donc ça, personne ne le savait. Et pourtant, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il y avait 2 qui ont fait le même jour. Donc ça, ce ne sera jamais des preuves absolues. On ne peut pas avoir des preuves absolues sur un sujet comme celui-là. Ce sont des indices, des faisceaux de... on se fait son intime conviction. Moi, j'invite tout le monde à faire ça. C'est ce que j'explique dans le livre. Le discernement, c'est super important. Ne prenez pas ce qu'on a interprété comme des vérités. Parce que c'est notre interprétation, c'est notre façon d'avoir compris les choses.
mais vous avez le droit d'avoir une compréhension autre et puis de pas du tout adhérer à ce qu'on a fait et comment on a interprété les choses. Ça, c'est garder son discernement, c'est primordial. Ouais. Et comment est-ce que vos collègues scientifiques ont pris ce travail? Comment est-ce qu'ils réagissent maintenant? Parce qu'avant que vous nous aviez dit que vous essayiez d'approcher des collègues, c'était plutôt pas en arrière. Non, je ne peux pas entrer là-dedans. Et maintenant, comment est-ce que c'est pris? Est-ce que c'est pris au sérieux? On vous félicite? On s'interroge? Est-ce qu'il y a quel genre de réaction de la part du milieu de la recherche? Je ris à l'idée de « on me félicite ». Parce qu'en fait, actuellement, dans la science, il y a quand même... il y a encore deux mondes qui cohabitent. C'est dommage, mais c'est comme ça pour l'instant. Il y a ces deux paradigmes, le matérialisme et post-matérialisme. Donc mes collègues chercheurs qui sont dans la vision matérialiste de l'existence, de la réalité, c'est-à-dire que tout est matière, tout ce qui, que ce soit les pensées, tout est matière et passe par des phénomènes biochimiques du corps, et le tout gouverné par un cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. Une partie des chercheurs, de mes collègues académiques, sont dans cette vision de la réalité-là. Donc, eux ne me félicitent pas du tout et n'approuvent pas ma recherche et n'y croient juste pas, puisque ce n'est pas leur vision d'un réel possible. Donc, il y a un rejet. Ouais. C'est comme ça. Même avec des résultats jusqu'à 69% quand même de réponses correctes. C'est pas discuté. Bien sûr. Pourquoi? C'est parce qu'il y a ce biais énorme du médium intermédiaire qui, comme je vous l'ai dit, peut-être que toutes ces choses vraies ont été prises ailleurs qu'auprès de l'âme fétale. Et puis... Oui, même ailleurs, même si c'était pris chez vous, par exemple, c'est quand même des phénomènes inexplicables. C'est vrai. Bon, je vous dirais que je me sens pas attaquée à ce jour. Ça va peut-être changer après cette interview. Non, dans le sens où je ne suis pas... Ils ne me disent rien, mais ils ne me questionnent pas non plus, ne montrent pas d'intérêt. Je dirais l'attitude, elle est plutôt comme ça, par le désintérêt total d'une recherche qui est faite sur ce sujet-là. Ouais. C'est ma réalité, en fait, c'est ça, un désintérêt. Et c'est OK, je veux dire, c'est comme ça. Vous parliez aussi d'un groupe, j'imagine, plus réduit de scientifiques qui ont une approche post-matérialiste. Il y en a quand même quelques-uns? Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui travaillent sur la conscience d'un point de vue conscience délocalisée. Tous les gens qui ont travaillé sur les expériences de mort imminente, les gens qui travaillent aussi dans les services où des personnes sont dans le coma. Il y a beaucoup de chercheurs qu'on appelle post-matérialistes, dont je fais partie, qui incluent la conscience extracérébrale dans la réalité du monde, comme un phénomène agissant sur la matière également. Vous dites qu'il y en a beaucoup, je dirais qu'il y en a toujours plus, mais je ne sais pas si on peut dire qu'il y en a beaucoup. Non, oui, il y en a beaucoup. Disons que je ne me sens pas seule non plus. Voilà. C'est ça que je veux dire, c'est que depuis que j'ai fait cette recherche, eux, par contre, sont venus vers moi de plus en plus. Donc, je dis beaucoup, c'est parce que je suis dans une période où je suis heureuse d'être contactée par des personnes que je ne connaissais pas et qui, en fait, travaillent aussi sur ces sujets avec intérêt. Et donc, beaucoup, c'est exagéré. Non, nous sommes ultra minoritaires. Voilà. Mais les paradigmes ne sont... à l'échelle individuelle, ne sont pas évolutifs. C'est-à-dire que pour vivre un exclut l'autre. C'est-à-dire quand on est dans ce paradigme matérialiste, l'autre n'existe tout simplement pas. Ouais. Et quand on devient post-matérialiste, on ne peut plus être que... L'autre n'existe plus non plus, quelque part. Ça n'a plus de sens. Donc il n'y a pas de dialogue, en fait. C'est un petit peu comme si on prend la caricature de... Je crois que la Terre est plate et je crois que la Terre est ronde. On ne peut pas croire les deux à la fois. Ouais. Soit on croit que la Terre est plate et on défend Mordicus, puis on dit que ceux qui disent la Terre est ronde sont barges. Soit on dit que la Terre est ronde et on ne peut plus dire qu'elle est plate. On ne peut plus. Donc c'est ça, en fait. Mais on est peu
en tant que chercheur, pour l'instant, être dans cette catégorie appelée post-matérialiste. Mais ces chercheurs-là sont plutôt des indépendants en général. Il y a rarement des chaires universitaires dans le post-matérialisme. Oui, alors il y a des instituts qui se créent, des instituts indépendants de recherche, plus comme ça, comme ceux aux États-Unis dont j'ai parlé, de Iowans ou Windbridge Institute. Je rêve du jour où, dans une université, il y aura une branche sur l'étude de la conscience. Ouais. Pour l'instant, à ma connaissance, mais j'ai hâte qu'on me dise que je me suis trompée, qu'il en existe, mais je ne l'identifie pas juste là, comme ça, maintenant. Oui, je crois qu'il existe des chaires en parapsychologie dans certaines universités, mais ce n'est pas exactement la même chose. Mais... si, ça rapproche quand même. Ça se rapproche, oui. Ça s'en rapproche, c'est vrai. Vous avez raison, les chaires en parapsychologie, ce sont des chaires universitaires, tout à fait, et ça s'en rapproche. Ouais. D'après ce que j'ai pu lire dans votre livre, on dirait que le fœtus se fait le choix de venir sur Terre. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de manière personnelle, hors recherche, simplement votre sentiment ? Mon sentiment hors recherche. Ouais. Et aussi en référence avec la recherche, est-ce qu'ils vous l'ont dit ? Alors, je vais vous donner les deux réponses. Donc, d'un point de vue de la recherche d'abord, oui, ils nous ont tous dit qu'ils avaient choisi de venir sur la Terre. Tous. Maintenant, il y a un biais, là aussi, pour l'interprétation de cette réponse, dans le sens où je n'ai interrogé que des parents des couples très amoureux qui étaient heureux de créer une famille. Donc, les enfants qui arrivaient à travers ces couples-là affirmaient les avoir choisis. Je ne veux pas heurter des personnes qui auraient eu une enfance catastrophique avec tout ce qu'on entend actuellement, la pédocriminalité intrafamiliale, tout ça. De dire qu'ils ont choisi ces parents-là, je suis incapable d'affirmer une chose comme ça. Non, bien sûr. On parle de ceux qui l'ont dit. Voilà. On ne dit pas que c'est le cas pour tout le monde. Absolument pas. C'est un grand mystère, tout ça. Il faut rester très humble. Mm-hmm. On est loin d'avoir la vérité globale, la big picture, comme on dit en anglais. Donc, la majorité, tous ont dit qu'ils venaient sur la Terre pour un motif, soit en lien avec leurs parents, soit en lien avec leur évolution personnelle. Et puis là, les parents semblaient secondaires, mais c'était plus pour travailler quelque chose de une mission de vie. Il y a la notion de mission de vie. Ça semblait vibratoire aussi, retrouver la nature, être dans un endroit où la nature aurait une place prépondérante, où la musique et... Voilà, donc des parents musiciens, c'était facilitant, ou des parents qui habitaient déjà dans la nature, c'était facilitant. Sans nous parler vraiment des parents eux-mêmes, mais vraiment de rechercher des cadres particuliers d'évolution, ou alors des évolutions personnelles, des sortes de missions qu'ils se donnent, d'aider particulièrement maman qui a perdu un enfant à se remettre de ça. C'est une situation qu'on a eue. Ou des fois au niveau carrément planétaire, apporter plus de la connexion avec d'autres mondes sur la planète. On a eu quelque chose comme ça. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on choisit maintenant d'un point de vue personnel ? Pendant très longtemps dans ma vie, j'ai cru que c'était une erreur pour moi d'être sur cette planète. C'était pas possible que j'avais choisi ça. En lien avec le démarrage de ma vie qui a été très difficile et tout, j'ai longtemps pensé que j'avais pas choisi, quoi. Quelque part, on avait dû me pousser ou que c'était une erreur de casting de parents. J'avais ça ancré en moi, je le sais, je l'avoue. Et c'est en faisant des expériences moi-même, des techniques qui existent, de régression en hypnose, utilisée dans différents cadres, où j'ai pu explorer ça plusieurs fois. Il m'a fallu plusieurs expériences pour commencer à me convaincre que si, j'ai bien choisi de venir et que tout a un sens. Je parle de moi là, je ne parle pas de la recherche, ouais. Mais quand je regarde mon parcours, ce qui a amené à faire cette recherche et publier ce livre pour le grand public, je me dis que oui, il y avait un sens, tout a été... Les étapes se sont ajoutées les unes après les autres. Et ça, j'ai expérimenté que je l'avais choisi.
Ça vaut ce que ça vaut d'un témoignage individuel. Bien sûr, c'est le vôtre. Oui, c'est le mien. Comment est-ce que vous comprenez le lien entre conscience et le lien avec l'incarnation? À quel moment est-ce que l'âme s'incarne dans le bébé? Et vu que c'est une décision, donc il y a peut-être un moment, et peut-être qu'on peut ensuite continuer sur les questions liées à l'avortement. Je sais qu'il y a une partie dans le livre, un avertissement. Ça fait partie aussi de... C'est pas un avertissement cette fois-ci, c'est pas un conseil, disons, mais c'est un positionnement des chercheurs. Parce que l'autre, c'était de conseiller de ne pas aller voir des médiums. Ouais. Là, nous quatre, avec Hélène Vabé, que j'inclus, nous ne voudrions pas que cette recherche soit utilisée par les groupes fanatiques anti-avortement qui diraient cette recherche montre que les bébés ont une âme en fait, donc vous êtes des assassins et tout ça. Les résultats de notre recherche ne disent pas du tout ça. Donc nous, j'affirme que nous sommes pour le droit à l'avortement des femmes, ça c'est très important pour nous quatre de le dire, mais notre recherche n'a rien montré du tout dans le sens d'une capacité que nous aurions à tuer une âme, à interrompre son existence indépendamment du corps physique. Il y a des jolis messages qu'on peut lire dans les livres en ce sens, qui expliquent ça, en fait, que sur Terre, les parents ont leur libre arbitre, et que si pour une raison ou une autre, le plan change, c'est les mots qui ont été utilisés, si le plan change pour les parents, c'est OK. Soit ils attendront et ils viendront à travers ces mêmes parents, soit ils vont aller par vibration par rapport à ce qu'ils veulent travailler en s'incarnant dans une autre famille. Il n'y a pas de mort, en fait. Enfin, il y a mort du corps physique, mais ce qui semble, c'est qu'il y ait une continuité de la vie. Les gens qui font les expériences de mort imminente le côtoient un petit peu en étant sortis de leur corps et en racontant qu'ils avaient toutes leurs pensées comme quand ils sont dedans et tout ça, alors que visiblement ce corps physique ne fonctionnait plus. Les personnes qui communiquent avec les défunts, c'est à l'autre bout de la chaîne, semblent aussi recueillir tellement de témoignages maintenant que cette conscience continue d'exister, de penser, de pouvoir s'exprimer après le décès du corps physique. Et pour la question de l'avortement, c'est exactement la même chose, en fait. Pour nous, c'était important d'affirmer ça. On n'a rien qui nous a, dans ce qui nous a été témoigné des âmes fétales, qui va dans le sens d'un avortement, ça arrête définitivement une vie. Pas du tout. D'accord. Au contraire. Au contraire, il y a de belles images, des métaphores qui nous sont données avec... la métaphore du champignon, avec... oui, ça, j'allais vous poser la question de la métaphore. Allons-y, la métaphore du champignon, parce qu'elle est magnifique. Il faut que je la lise, si vous... Elle est un peu longue, parce que la raconter comme ça, elle perd un peu de son essence si on la... Je sais pas, elle est peut-être... Enfin, comme vous voulez, on peut la lire. Vous voulez la lire ? Si vous voulez. Ouais. Je regrette la question, du coup, parce que ce sera un petit peu long, mais... C'est difficile de dire en 3 phrases, il a dit ci, il a dit ça, parce que je trouve que c'est dans la façon dont c'est dit que l'essence du message arrive, quoi. Je la retrouve à part ça. Ouais. Oui, là. Donc il y a une conscience qui s'est donné beaucoup de peine à essayer de nous faire comprendre ce qui est difficilement compréhensible depuis notre condition terrestre. Donc je cite. « Je suis ici, là et partout. Nous vivons dans de nombreux endroits. Il m'est difficile d'expliquer cela d'une manière que vous puissiez comprendre. Mais sachez que la mort physique ne nous tue pas. Permettez-moi de penser à une métaphore qui vous aidera à comprendre. Les champignons ont un système vivant massif sous le sol. Si vous cueillez un champignon en surface, cela ne tue pas le système racinaire. Les âmes font toutes partie du même système. Nous nous exprimons physiquement dans un corps, mais notre système vivant prospère dans une autre dimension, car les racines dans le sol ne ressemblent en rien aux champignons. Mais être un champignon, sentir le soleil, grandir, en une entité unique, faire l'expérience de la vie avec le vent, la pluie, le sol, la croissance, tout cela est charmant et excitant et aide l'ensemble du système racinaire à se développer.
Nous transmettons la vie d'en haut et non d'en bas. Mon corps est en pleine croissance, a besoin de la force vitale du système racinaire, l'un dont je fais également partie pour grandir, s'épanouir et vivre. Je suis donc ici, là et partout. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Et c'est difficilement résumable comme ça, sans la lire, parce que l'énergie est portée dans le message, en fait. Et c'est tellement compréhensible comme image. Hein. Oui. Ah, ils se sont donné du mal pour nous dire des choses simples. Mais alors, par rapport à ce choix de l'incarnation, est-ce qu'il vient avant la conception? Est-ce qu'il vient pendant la grossesse? Je n'ai pas la réponse à une question comme ça, bien sûr. Hein. Je suis incapable de vous dire ça. Le choix d'incarnation nous a parfois été décrit comme ayant été décidé même avant l'incarnation des parents, comme un accord. Il y a longtemps, alors. Très, très, très ancien. D'accord. Et donc le choix, il y a deux choses. Il y a le choix d'incarnation. Celui-ci, il est fait avant. Ça, tout va dans ce sens-là, dans les réponses qu'on a eues. Il est fait avant. Par contre, quand on parle de l'intégration de l'âme au corps physique, c'est encore un peu une autre nuance. Il semblerait qu'elle se fasse progressivement, mais il y a plein de... Là, je vais monter dans ma tête, dans le mental, et c'est pas forcément bon, parce que après, ce sont que des théories qui sont absolument invérifiables. Donc, pour certains courants, c'est au moment de la fécondation. Pour d'autres, c'est à 20 semaines précisément. Pour d'autres, c'est au moment de l'accouchement. Et vous pour d'autres diriez même, qu'on ne sait pas, simplement. Je dirais simplement qu'on n'en sait rien du tout. Ouais. Ouais, c'est la position la plus sage. Oui, c'est la position la plus sage et en toute honnêteté de ma compréhension du moment. Est-ce que vous avez eu l'impression que certains de ces témoignages donnaient des indices sur la réincarnation? Oui, nous avons eu deux rencontres qui nous ont beaucoup interpellés dans ce sens-là. Ça fait partie des surprises de cette recherche. La première rencontre, c'était une maman qui attendait son 4e enfant quand elle a participé à cette recherche. Et elle avait perdu un premier enfant, une petite fille. Suite à la perte de cette petite fille qui était partie durant la grossesse, une interruption thérapeutique pour une malformation grave ou létale. Donc la grossesse avait été interrompue. Après ce drame, elle avait eu un 2e enfant et puis un 3e enfant. Et puis là, c'était son 4e. Et elle décrit spontanément, ça c'était le premier entretien, elle me dit, moi je sens que c'est l'âme de mon premier enfant qui revient. Ah bon, ok, pourquoi vous dites ça? Et puis là, elle me raconte qu'elle le ressent profondément, qu'elle ressent quelque chose très similaire à quand elle était enceinte de cette première petite fille et qu'elle n'a pas du tout senti ça lors de ses grossesses précédentes. Parce qu'on pourrait se dire, bon, peut-être que chaque maman qui a perdu un enfant croit que c'est celui qui revient dans la grossesse d'après, parce que c'est un moyen d'atténuer la douleur de la perte. Hein, ça, c'est décrit aussi. Hein. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans son témoignage, c'est troublant, disons plus qu'intéressant, parce que tout est intéressant, mais c'est le fait que la grossesse suivante, non, elle n'a pas senti ça, et la 3e non plus, et que c'est cette 4e qui est particulière. Bon, on aurait pu en rester là comme c'est son expérience, sa croyance, soit, quoi, ça ne se discute pas. Mais nous avons eu la surprise, en récupérant les conversations des médiums, d'avoir des éléments qui allaient dans ce sens, avec des affirmations de « je viens retrouver l'énergie de ma maman ». Ou ce qui était frappant aussi, bon, ce n'est pas ma première incarnation. La fois d'avant, j'étais un accident de parcours pour mes parents. C'est troublant quand même, quand on sait le vécu de cette maman. Alors, on n'aura pas la preuve, on ne peut pas dire, mais ça questionne quand même sur la réincarnation. La deuxième histoire était très troublante aussi, parce que là, c'est une maman qui avait perdu un petit garçon après la naissance, dans les heures qui avaient suivi sa naissance. Et pour cette grossesse-là, elle était persuadée que c'était lui qui revenait. Elle avait une conviction profonde de ça aussi.
Bon, là, on est dans un cas plus... la perte était juste avant, donc peut-être ce besoin de se rassurer, de se réconforter, plutôt que rassurer. Mais ce qui était troublant, c'est que dans les rapports de médiums, qui n'étaient donc pas du tout au courant de l'histoire de la maman, il y avait aussi des affirmations très précises qui disaient: ma mère, je viens pour aider ma maman qui a déjà perdu, qui a vécu la perte d'enfant. Des exemples comme ça, en fait, assez en concordance avec la croyance de la maman. Et ça, on ne l'a jamais eu pour d'autres, en fait. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que sur nos 11 tests, on aurait pu avoir des fois des âmes fétales qui nous disent « je viens après la perte d'un enfant réconforté ». Mais non, en fait, c'est arrivé que pour ces deux histoires-là. Ouais. Alors c'est troublant. Avec toujours ce biais de... Est-ce que c'est vraiment le fœtus, l'âme fétale qui annonçait ça, qui confirmait les choses, ou est-ce que les médiums ont pris cette info dans mon esprit qui avait entendu l'entretien ou dans celui des parents? Je n'ai pas la réponse, mais c'est frappant. Ouais. Et ça ouvre la porte à... Il y a beaucoup de recherches qui sont... Beaucoup, non, il faut pas que j'arrête de dire beaucoup pour des choses qui sont finalement rarissimes. Il y a... c'est parce que c'est toujours les mêmes, c'est Jim Tucker et Ian Stevenson qui ont fait, pour le coup, eux, beaucoup de recherches sur la réincarnation, puis alors qu'ils ne disent pas non plus qu'ils ont des preuves, parce que je crois qu'on n'est pas prêt d'avoir des preuves en tant que telles, vues par la science, mais des faisceaux de preuves, des concordances troublantes qu'on prend, qu'on rejette. Moi, j'ai envie de les prendre personnellement, en entendant ces deux familles raconter leurs ressentis, et puis avec ce que j'ai pu lire, des messages. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tous les cas, on ne peut pas dire c'est faux. On ne peut au moins pas leur dire vous vous trompez. On ne peut pas. Car l'information était juste. L'information était juste. Ouais. Ouais. Est-ce que, d'après vous, la science, comme on a parlé de Tesla, de Nikola Tesla, avant à l'introduction de cette interview, où on parlait du fait que la science devrait s'ouvrir aux questions liées à l'immatériel, au non-matériel, pour pouvoir évoluer plus rapidement. Comment est-ce que vous imaginez que la science devrait agir maintenant ? Comment est-ce qu'on devrait continuer ? Est-ce que c'est les premiers pas vers quelque chose, vers une ouverture scientifique ? Est-ce que vous pensez qu'elle est proche ? Est-ce que vous pensez que la science va dans la bonne direction ? Alors, je ne suis pas voyante. Un ressenti comme ça ? J'aimerais dire que je sens qu'elle est proche, mais je n'en sais rien du tout. Par contre, ce qui serait souhaitable, c'est que de l'argent soit donné pour faire de la recherche sur ces sujets-là. Parce que c'est le financement des recherches qui permet qu'elles aient lieu, tout simplement. Donc les personnes qui ne croient pas, qui ne veulent pas voir ces recherches-là, ne nous donnent pas non plus les moyens de les tester plus et de faire plus de recherches qui permettraient, comme pour toute science, c'est exceptionnellement une seule recherche qui donne une vérité qui, on le sait, en plus est transitoire tout le temps, jusqu'à un autre donne une autre vérité par-dessus. Mais si on ne peut pas faire de recherche, on reste bloqué dans des croyances, des dogmes, et ça c'est regrettable. Moi, quand j'ai cherché des fonds pour cette recherche, auprès d'un grand fonds national, j'avais 2 évaluations anonymes. Et l'un concluait en disant, grosso modo, bravo, seules des recherches comme ça pourraient faire changer de paradigme, le fameux paradigme post-matérialisme. Puis l'autre a conclu en disant, dès que vous avez utilisé le mot médium, vous avez perdu toute crédibilité. Et on en est encore là. Alors, pour pouvoir faire de la recherche sur ces sujets, on a besoin de fonds. Et tant que l'argent, les pouvoirs... les gens qui tirent les ficelles de l'attribution des fonds n'en donneront pas pour ce type de recherche, on restera dans ces incompréhensions. Les uns ne pouvant pas prouver que ça existe, mais les autres ne pouvant pas prouver que ça n'existe pas non plus. Donc on reste dans un dialogue de sourds. Mais comme je disais en introduction de cette rencontre, on
parlons de Mario Varvoglis, et c'est pas le seul, mon Dieu, il y a des tas de chercheurs qui disent que la science doit s'intéresser à tout. J'entends la démarche de refuser simplement parce qu'il y a le mot médium dans une demande de fonds, n'est pas une démarche scientifique. Oui, je suis d'accord. On ne peut pas s'arrêter sur un mot pour décider du futur d'une recherche scientifique. Oui, il me semble. Hein. Voilà, ça veut dire que c'est une question ouverte qui est posée. Franchement, il suffit, entre guillemets, d'y répondre. Oui. Et si on ne donne pas les moyens d'y répondre, c'est ça. Voilà, on ne pourra pas avancer. Donc, c'est marrant ce blocage sur... Il y a des choses qui sont interdites. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire du dogme scientifique ? Alors déjà que c'est pas du tout marrant. Quand vous dites c'est marrant, je suis pas d'accord. C'est étonnant, pardon. C'est frustrant, c'est énervant parce que, en tous les cas, c'est pas ma vision de la science. C'est comme s'il y avait un danger en fait. Alors il est où le danger de poser une question et puis d'aller explorer avec rigueur, avec éthique? Une question quelle qu'elle soit, pour moi, je comprends pas non plus. Je suis un peu comme vous, en fait. Pourquoi tant de fermeture et tant de cette vision de la science fermée que sur les phénomènes physiques, concrets, palpables, mesurables, biologiques, chimiques. On commence à arriver à un état de saturation de toutes ces recherches-là. On connaît énormément de choses maintenant. La médecine a fait des progrès indéniables et cette science-là, elle a lieu d'être. Hein. Il n'est pas question du tout de remplacer l'une sur l'autre, mais de s'ouvrir plus large pour aussi explorer dans la définition de santé de l'OMS, bien-être physique, mais c'est biopsychosocial et spirituel. Et si on veut une santé aussi spirituelle et qu'on refuse d'aller explorer la santé de ce point de vue-là, l'humain de ce point de vue-là, on chante une possible partie de qui nous sommes. Parce que au début de mes études, c'était assez récent la sortie du documentaire de Martineau sur Le bébé est une personne. Moi, je l'avais dévoré, tout le monde en fait. Hein, c'était le premier à écrire ça. Ça semblait évident pour nous. Personne ne va remettre en question que le bébé est une personne. Mais il y a 70 ans en arrière, c'était pas si évident que le bébé est une personne. Hein. On disait qu'il souffrait pas, qu'il avait juste besoin d'être nourri, qu'il avait aucune compétence. Il fallait le nourrir, le changer, puis le laisser dans un coin. Maintenant, on est tous d'accord que non, qu'un nouveau-né, il a déjà plein de compétences, d'interaction, qu'il a besoin d'amour, de présence, d'attention, tout autant que les phénomènes physiques d'alimentation et de soins. Alors on pourrait continuer aussi ça pour se poser la question, une personne c'est quoi? Maintenant qu'on sait que le bébé c'est une personne c'est quoi? Alors on retombe dans c'est du biologique, ou c'est plus large que ça. Évidemment que moi je ressens que c'est plus large que ça et j'aurais beaucoup de plaisir, et beaucoup de personnes auraient plaisir à ce que la science accepte juste pas que oui c'est comme ça, mais accepte l'idée d'aller investiguer cette prise de position folle. Ouais. Tout simplement aller l'investiguer. Mais quand vous disiez qu'il y avait des biais dans votre étude et que un de ceux-ci était d'avoir contacté des médiums, comment faire autrement? On n'a pas trouvé. En réfléchissant, on n'a pas trouvé. C'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Ouais. Et à ce jour, on en est là. Si quelqu'un a une super idée d'une méthode de recherche pour... Et elle est faite selon toutes les règles scientifiques, c'est-à-dire c'est du double aveugle, ni les médiums étaient... On a appliqué tout ce qu'on pouvait de la science. Exactement. Le protocole est quasi irréprochable, même s'il a des biais de départ qu'on ne peut pas contourner, parce qu'on ne sait pas comment les contourner. On l'a identifié dès le départ, le biais, mais on n'a pas su comment le contourner. Ouais. Mais il est là quand même. Oui. Et c'est ça qui est un petit peu... l'impasse peut-être pour les scientifiques qui veulent toujours le moins de biais possible. Peut-être qu'on va trouver d'autres façons.
les consciences prénatales eux-mêmes ont fait des recommandations par rapport à la recherche et même des idées de... C'était quoi? J'ai pas tout compris, là. Il faut que l'aspiration, elle descende, mais peut-être avec d'autres choses, avec des capteurs de vibratoires, avec le liquide amniotique, avec peut-être des moyens d'exploration qu'on n'imagine pas encore vraiment, mais qui vont arriver dans l'esprit de quelques chercheurs petit à petit pour trouver d'autres moyens d'explorer que d'utiliser des personnes intermédiaires. Ça, c'est intéressant. Ouais. On pourrait imaginer faire une analyse du liquide amniotique, voir s'il y a une interaction possible avec un élément autre que le bébé. Alors là, oui, je ne sais pas. Certains disent que l'eau apporte de l'information. Est-ce qu'il y a de l'information dans le liquide amniotique? Laquelle? Après, est-ce qu'on pourrait capter des émissions de quelque nature, pourquoi pas même émotionnelles, directement du fœtus in utero, avec la technologie qui se développerait permettant de faire ça? Parce que, par exemple, si par rapport aux chercheurs matérialistes, et si on pense aux émotions, c'est bien quelque chose d'invisible, les émotions. Ouais. On ne peut pas capturer une émotion, la disséquer. Alors on peut toujours dire qu'elle est produite par du phénomène biochimique, physico-chimique, mais n'empêche que quand elle s'exprime, elle est invisible. Qui oserait dire que les émotions n'existent pas aujourd'hui? Personne. Alors, des fois, il y a des paradoxes comme ça, où on ne veut pas investiguer l'invisible, l'impalpable, et pourtant, rien que si on pense aux émotions, on est tout le temps dedans. Donc, votre travail a été publié dans une revue scientifique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Ça, c'est une grande fierté quand même, parce que c'était pas gagné d'avance. Beaucoup de mes collègues, justement, académiques me disaient que je n'arriverais jamais à faire publier un article scientifique dans une revue reconnue sur un sujet comme celui-là. Eh bien si, ça a été le cas. Dans quelle revue? Dans le journal Explore. C'est un journal international qui est reconnu dans le monde scientifique, dans le sens où il a un impact, on appelle ça un facteur d'impact, un impact factor. C'est une cote. En science, il y a beaucoup de journaux scientifiques maintenant. Une petite partie a une cote, si on peut appeler ça comme ça en français, et beaucoup n'en ont pas. Le journal Explore fait partie de ces journaux qui ont une cote. Donc c'est une belle reconnaissance du travail scientifique qui a été mené, de notre rigueur et du fait que cette recherche a sa place dans la science. Donc ça veut dire qu'ils reconnaissent le protocole, le travail mené, l'analyse scientifique. Ils reconnaissent tout du début à la fin. Ouais. C'est une revue peer review, c'est ce qui fait que... À comité de lecture, donc. Comité de lecture, qui fait que des chercheurs indépendants, enfin anonymes pour nous qui soumettons un article, lisent notre travail, l'évaluent avec leurs connaissances scientifiques et puis décident si oui ou non c'est de la science qui a été faite là, s'il mérite d'être publié dans un journal de cette envergure-là ou pas. Donc c'était important, c'était très important que cette recherche soit publiée dans un article scientifique tel que Explore. Ouais, c'est carrément une victoire, on peut dire. Oui, c'était une reconnaissance en tous les cas du travail parcouru, du courage qu'il a fallu avoir pour surmonter certains obstacles et d'aller jusqu'au terme de cette recherche et jusqu'à la publication d'un article. Ouais. C'est l'aboutissement d'une recherche scientifique, c'est l'article scientifique. Tant qu'on n'a pas, si on ne peut pas publier les résultats dans un article scientifique, la recherche reste dans l'ombre quelque part. Donc c'était très important ce moment-là. Ouais, c'est une véritable reconnaissance et aussi une reconnaissance de votre courage. C'est très difficile, je trouve, pour les scientifiques de sortir du lot, de sortir du paradigme actuel et puis d'oser des recherches un peu différentes. Et puis là, vous l'avez fait avec votre équipe. Oui. Et c'est bien que ce soit reconnu comme tel, comme un travail de qualité, un travail scientifique. Oui, complètement. Il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé qui serait
important d'aborder un sujet que j'aurais oublié. Non, je crois pas. Vous avez, on a tout brossé. Je suis heureuse d'avoir pu affirmer les positions des chercheurs importantes pour nous. Merci beaucoup pour votre intérêt pour ce sujet. Mais merci à vous. C'est une recherche, comme je le disais en introduction, qui fait preuve d'un grand courage dans le monde scientifique. Vous êtes mis en avant avec vos collègues et pour une recherche qui est infiniment intéressante. Et c'est pour dire que même ceux qui sont dans ce type de recherche n'y avaient pas pensé avant. Donc vous faites vraiment œuvre pionnière. Oui. Donc, je vous félicite, c'est fantastique. Je recommande évidemment, le livre apparaîtra en surimpression sur l'image pour que les gens puissent le commander. D'autres peut-être actualités que vous pouvez annoncer ou moyens de vous joindre ou autres études en cours ou... Alors, s'il y a une chose que je peux rajouter, les moyens de me joindre, ils sont marqués dans le livre. Il y a un email, il y a un site internet, parce que j'aimerais continuer de recevoir des témoignages, en fait. Mm-hmm. Je n'ai pas de recherche prévue exactement pour le moment, mais je m'aperçois avec la sortie du livre que beaucoup de personnes osent. En fait, ça libère un peu la parole sur ce sujet-là, et j'ai plusieurs personnes de mon entourage, collègues et plus, qui me disent « Ah, mais moi, quand j'étais enceinte, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, j'en ai parlé à personne, ou lors de mon accouchement, j'étais pas seule, je voyais pas... » Enfin, je suis surprise, en fait, de la libération de la parole que ça apporte. Donc, j'encourage à déposer vos témoignages sans savoir ce que j'en ferai pour l'instant, mais s'il y en a de manière suffisante, je peux imaginer un jour aussi les porter à la lumière, à la connaissance du grand public, comme je l'ai fait pour ce livre. Très bien. Merci infiniment, Marie-Julia. Merci à vous.